Alors, Monsieur le conseiller ministre pour les Relations extérieures, Madame le haut-commissaire, Mesdames les ambassadrices, Madame le procureur général, Madame la déléguée pour la promotion et la protection des droits des femmes, Mesdames les présidentes, Mesdames et Messieurs les directeurs et secrétaires généraux, chers amis, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui avec le président du Conseil national dans cet hémicycle à l'occasion de cette Journée internationale des femmes. Et je précise bien cette dénomination, car nous entendons beaucoup trop d'appellations différentes. Mais celle-ci est bien l'appellation officielle de cette journée, mise en place par l'Organisation des Nations Unies, qui avait lancé cette initiative dès 1977. Alors, en tant que présidente de la Commission des droits de la femme et de la famille, je suis particulièrement sensible à la thématique choisie par le Conseil national cette année, l'égalité au travail. Un vaste projet, un enjeu ambitieux, car quand on aborde le sujet de l'égalité au travail, il y a tout un ensemble de paramètres et de considérations qui entrent dans le champ de l'analyse. Alors, revenons tout d'abord sur ce petit film qui vient d'être projeté et dans lequel des femmes remarquables m'entourent. Et je tiens à préciser que toutes les femmes ici présentes auraient pu en faire partie, mais nous sommes toujours contraintes par le temps. Alors vous aurez sûrement reconnu Benoît de Sèvelinges, directeur du CHPG, qui a toutes les capacités pour réussir le défi de diriger un hôpital de cette envergure et le prouve au quotidien depuis sa nomination. Il s'agit de la femme qui dirige à Monaco le plus gros effectif de collaborateurs. Nous avons également entendu la première femme présidente du Conseil économique et social de Monaco, mon ancienne collègue ici dans cette enceinte, Caroline Rouguignon-Vernon. Et bien sûr, Anne Eastwood, notre haut-commissaire pour la protection des droits, des libertés et de la médiation, dont les avis pertinents sont toujours pris en compte avec considération par notre Assemblée. Et puis, Céline Cotalorda, qui est notre toute récente déléguée pour la promotion et la protection des droits des femmes, et qui dirige le comité du même nom, dans lequel nous siégeons, avec mes collègues Brigitte Bocon-Pagès et Béatrice Fresco-Rolfo. Alors, un message tout particulier à notre vice-présidente du Conseil national, Brigitte Bocon-Pagès, qui est la première femme à accéder à cette fonction. Ma chère Brigitte, merci pour tout ce que tu fais aux côtés de notre président et pour toute notre majorité au sein du Conseil national. Alors, avant de parler de l'égalité au travail, je voudrais rappeler un fléau qui touche encore trop souvent les femmes. Il s'agit du harcèlement au travail. Trop de femmes en sont encore victimes et j'encourage et soutiens toutes les actions de pédagogie et de communication qui peuvent être entreprises sur ce sujet, que ce soit par le gouvernement, les associations et par les entreprises elles-mêmes. C'est l'un des points de notre programme que d'engager tous ensemble une réflexion globale contre le harcèlement sexuel notamment. Ensuite, bien sûr, le point central de cette thématique de l'égalité au travail et auquel tout le monde pense, c'est l'égalité salariale. Nous le savons toutes et tous. Aujourd'hui, à Monaco comme en France ou dans de trop nombreux pays, les femmes gagnent moins que les hommes. Dans certains pays, nous avons des statistiques à l'appui. Et dans d'autres, comme à Monaco, ces statistiques restent encore à produire. Alors, l'Institut monégasque des statistiques, l'INSEE, procédera bientôt à cette analyse globale et objective, à la demande du Comité pour la protection et la promotion des droits des femmes. La loi sur les salaires, qui existe depuis 1963, a intégré les paramètres concernant l'égalité seulement depuis 1974. Mais comme dans de nombreux pays, elle n'est pas appliquée dans les faits. Alors, nous devons prendre l'exemple de l'Islande, qui est le pays le plus exemplaire en termes de parité homme-femme. Il y a un an, dans ce pays, est entrée en vigueur une loi qui impose l'égalité salariale sous peine de sanction. Toutes les entreprises et entités gouvernementales de plus de 25 salariés doivent obtenir un certificat officiel prouvant leur politique d'égalité salariale. Faudra-t-il aller jusque-là? Je pose la question aujourd'hui. Oui, dans l'enceinte du Conseil national, ce sujet a toute sa place et nous en avions déjà parlé longuement. Et il faut qu'il soit instauré un code de bonne conduite qui prendrait la forme d'une charte signée par l'administration et les entreprises privées et publiques de la principauté,
enfin, afin que toutes s'engagent à faire respecter l'égalité salariale et à favoriser la mixité professionnelle. Nous sommes un pays moderne, nous sommes à la pointe dans de nombreux domaines. L'égalité doit en faire partie. Hissons-nous au rang de modèle. Aujourd'hui, il est vraiment temps de mettre fin à cette inégalité matérielle qui subsiste encore en 2019 pour des raisons qui n'ont jamais eu de fondement. Nous avions demandé, dans notre programme, la création d'une commission de contrôle et de réclamation dédiée à cette question. Nous avons été entendus avec cette première étape qui consistera à faire le point de manière objective sur la situation avant de prendre les mesures nécessaires. Car oui, dans une société moderne et responsable, respectueuse et juste, il n'est plus possible d'accepter les disparités quant à la rétribution d'un travail identique, d'un niveau de responsabilité semblable et donc de compétences équivalentes entre les hommes et les femmes au sein d'une même entreprise ou d'une même organisation. J'en viens maintenant au deuxième sujet qui attire toute mon attention lorsque je veux parler d'égalité au travail. Il s'agit de la mixité professionnelle. Alors oui, c'est un terme un petit peu technique qui peut se rapprocher de la notion de parité. Quand on parle de mixité professionnelle, il s'agit d'encourager la présence des femmes au plus haut niveau de la vie professionnelle. Il s'agit de responsabiliser les chefs d'entreprise et les autorités administratives. Il n'est plus possible de cantonner les femmes à certains postes. Cette approche, qui consiste à ne placer les femmes qu'à un certain type de poste, c'est ce que l'on appelle un stéréotype et il faut absolument en sortir. Car oui, les femmes sont aussi capables que les hommes et elles n'ont pas besoin de le prouver, car c'est une réalité. Ici, au Conseil national, par exemple, les femmes font preuve d'une grande implication et d'une grande compétence. Je vois notre chef de cabinet, Virginie Cotta, mais également toutes les femmes du cabinet du président, dont 4 membres sur 5 sont des femmes, mais également notre coordinatrice du groupe politique majoritaire, et puis toutes celles qui travaillent au niveau du personnel des permanents. Elles se reconnaîtront. Alors, la mixité professionnelle brille malheureusement trop encore par son absence. Alors que dans d'autres pays, la présence des femmes dans les conseils d'administration de grandes sociétés, en particulier cotées en bourse, est obligatoire par la loi. Elles sont rares, voire absentes de ces conseils d'administration en principauté. Alors je tenais à faire cette remarque, car je trouve cela vraiment consternant et très révélateur de la persistance de certaines mentalités rétrogrades toujours tournées vers le passé. Vous le savez, tous, je suis d'un naturel positif, alors je pense très sincèrement que la prise de conscience est là et qu'elle produit ses premiers effets concrets. Beaucoup de paramètres contribuent à l'accélération de cette prise de conscience. Les nouveaux médias, les réseaux sociaux, et puis les politiques qui se sont emparés de ces sujets. Et j'en veux pour preuve l'importance de ces thématiques dans le programme que nous avions porté lors des dernières élections. Alors, je conclurai mon propos par une citation qui ne date pourtant pas d'aujourd'hui. Le célèbre écrivain Stendhal disait déjà, dans les années 1800, « L'admission des femmes à l'égalité parfaite serait la marque la plus sûre de la civilisation. Elle doublerait les forces intellectuelles du genre humain. » Les droits et la protection des femmes sont comme une évidence, mais nous devons nous y atteler tous les jours. Et pour cela, vous pouvez compter sur nous. Merci. Mais je cède la parole à un homme qui fait beaucoup pour les femmes et pour les droits des femmes, notre président. Merci Nathalie. Merci. Monsieur le conseiller ministre pour les Relations extérieures, je suis très sensible à votre présence ce soir, avec tous les élus qui nous entourent. Donc, vous l'aurez noté, donc, de nombreux élus ont tenu à participer à cette soirée, élus US, mais UES, vous êtes nombreuses et c'est bien normal, mesdames, avec nous ce soir. Madame le haut-commissaire, alors là, je dois faire attention. Madame l'ambassadrice de France à Monaco,
Mesdames les ambassadeurs de Monaco, car nous n'avons pas la même dénomination en France et à Monaco pour les femmes ambassadeurs. Donc je répète bien, bienvenue donc à Madame l'ambassadrice de France à Monaco et bienvenue aux deux ambassadeurs femmes qui sont présents avec nous ce soir donc de Monaco, qui nous représentent à l'étranger. Madame le procureur général, Madame le délégué pour la promotion et la protection des droits des femmes, Mesdames les présidentes de nombreuses associations ici présentes. J'aurais dû aussi commencer, et je m'en excuse auprès de lui, par Monsieur le directeur des caisses sociales, qui nous fait aussi le plaisir d'être avec nous sur un sujet très important qui est à l'ordre du jour à Monaco, qui est l'égalité de l'accès au titre d'allocataire, d'allocation donc sociale. Vous savez que c'est un vrai débat en ce moment pour avancer pour les femmes à Monaco. Ouvreur de droit, on disait chef de foyer, mais c'est vrai qu'après tout, ouvreur de droit, c'est sans doute plus neutre. On en parlait tout à l'heure avec M. Campana d'ailleurs aussi. Mesdames, Messieurs les directeurs et secrétaires généraux, vous êtes nombreux dans la salle, chers amis, la joie ne peut éclater que parmi les gens qui se sentent égaux. Ça, c'est Balzac, que nous disait Balzac. Mais comme nous le rappelait Nathalie à Moratti-Blanc à l'instant, l'égalité femmes-hommes est un combat de longue haleine. J'ai regardé un peu l'histoire, donc en principauté. Alors d'abord, il y a plus d'un siècle que des femmes manifestaient, mais pas à Monaco, c'était partout dans le monde, sur tous les continents, pour avoir le droit de vote. Car ce qui nous semble une évidence, eh bien, n'a été accordé à Monaco qu'en 1945 pour les élections communales et seulement en 1962 pour les élections nationales. Donc c'est pas si loin que ça. En 1977, ça fait donc 42 ans, tu l'as dit Nathalie, les Nations Unies dénonçaient l'inégalité entre femmes et hommes à l'échelle planétaire en créant cette journée internationale des droits des femmes qui nous rassemble aujourd'hui. Des droits patiemment acquis et qui s'entendent dans tous les secteurs de la vie, j'y reviendrai. Aujourd'hui, c'est l'une des plus importantes de nos libertés, celle de travailler, dont nous avons choisi de faire le thème de cette rencontre. Alors, tu l'as dit, en théorie, Nathalie, tout va bien. La loi est claire à Monaco, elle prévoit l'égalité entre femmes et hommes. Mais dans la réalité, tout le monde le sait, les choses sont moins limpides. Qu'en est-il aujourd'hui, justement, dans la vraie vie du travail ? Bien, dans la vidéo qui vient de nous être projetée, nous entendions donc ces 5 femmes exemplaires, que je salue à mon tour, nous rappeler que le diable de l'inégalité se cache dans les détails et qu'en dépit de l'exemple qu'elle nous offre, un plafond de verre existe toujours bel et bien. Plafond contre lequel se heurtent les parcours les plus prometteurs, avec pour seule culpabilité non pas d'être une femme, mais sans doute de ne pas être un homme. Tenez, voici un détail qui en dit long. Nous avons salué, et c'était d'ailleurs une mesure contenue dans le programme de la majorité, la création récente par le gouvernement donc, du poste de délégué pour la promotion et la protection du droit des femmes. Je veux encore, je l'ai fait en privé souvent, mais je veux encore féliciter publiquement Céline Cotta-Lorda qui s'investit totalement et avec efficacité dans ce rôle qui est transversal, car elle a vocation à travailler avec de nombreux départements ministériels. Eh bien, d'autres personnalités, des hommes, ont été récemment nommés à des postes qu'on appelle officiellement interministériels. Ce n'est pas son cas. Nul doute que l'administration prendra aussi un jour l'initiative de mettre ce terme interministériel au féminin. En tout cas, c'est le souhait du Conseil national que je formule publiquement ce soir. La première égalité, selon le mot de Victor Hugo, étant l'équité, je vous laisse réfléchir à ce bel exemple de plafond de verre. Mais il y en a d'autres, vous pourriez, j'en suis sûr, dans vos vies toutes, ce soir en témoigner. Alors c'est notre défi, respecter en tant que personne, non pour son genre, et faire que l'égalité, respecter chacun bien sûr, en tant que personne, et faire que l'égalité dans le respect de nos diversités, on n'est pas pareil, mais nous sommes égaux, femmes et hommes, eh bien entre enfin dans notre culture, dans nos mentalités, dans notre culture quotidienne. Ces détails, ces limitations, parfois ces contournements des textes, doivent effectivement nous amener à faire évoluer les mentalités et les comportements. Voilà des mots faciles à prononcer, mais tellement complexes à faire évoluer.
Car si une loi peut se changer, c'est vrai, en quelques mois, par la volonté du Prince et du Conseil national, article 66 de notre Constitution, le Prince et le Conseil national, son gouvernement, peuvent en quelques mois changer une loi. Mais faire évoluer les mentalités, ça, vous le savez, parfois il faut une génération, voire plusieurs générations pour que ça change vraiment. C'est pourquoi il faut faire sans cesse de la pédagogie, répéter et répéter nos convictions, ce que nous croyons vraiment, d'où l'utilité de cette journée internationale et de cette soirée en particulier. La responsabilité des élus est essentielle puisque nous avons cette belle mission à Monaco de coécrire la loi et je voudrais en profiter pour élargir notre champ de vision au-delà de la simple question du travail. À Monaco, le combat pour l'égalité des droits a fait un grand pas déjà en 1992 avec la loi que, très jeune, dans une autre salle qui n'était pas très loin donc, du Palais de Justice, dans l'ancien Conseil national, avec mon ami pour qui j'ai une pensée ce soir, le docteur Michel-Yves Mourou, nous avons porté cette loi qui a permis enfin au maire monégasque 1992 à Monaco de transmettre dans les mêmes conditions que les hommes la nationalité à leurs enfants. Cette avancée s'est poursuivie par la loi de 2011, celle de l'égalité, rappelez-vous, de la transmission de la nationalité par le mariage. 2011, pour que les femmes monégasques aient les mêmes droits que les hommes par rapport à leurs conjoints. Nous, dès 2003, nous avions créé, avec la nouvelle majorité, la Commission des droits de la femme et de la famille, qui a fait beaucoup depuis sa première présidente. En 2003, c'était Catherine Fautrier. Nous avons fait beaucoup, elle a fait beaucoup, cette commission, présidée aujourd'hui par Nathalie, pour faire avancer en principauté les droits des femmes. Alors oui, la cause des femmes avance, bien sûr, en principauté, et je crois que ce soir, tout le monde ici présent s'en réjouit. Rappelons par exemple que depuis le 1er janvier de cette année, le statut de chef de foyer, c'est-à-dire d'ouvreur de droits sociaux, allocataire de droits sociaux, en tout cas, moi je pense à ouvreur de droits sociaux pour la famille, qui était réservé seulement aux hommes. Désormais, ce statut est accessible aux femmes fonctionnaires, agents de l'État et de la commune, quand elles résident en principauté. Eh bien, il nous faut pour nous aller maintenant au bout de cette logique. Et nous souhaitons bien sûr que la prochaine étape, nous le demandons au gouvernement, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, intervienne dans les meilleurs délais pour qu'on puisse ouvrir maintenant les mêmes droits aux femmes travailleurs indépendants. Je pense que c'est vraiment à notre portée assez rapidement. Et aux femmes salariées, ça passe par une renégociation de la convention bilatérale avec la France de sécurité sociale. Les Monégasques, en tout cas, nous ont clairement donné mandat pour l'égalité il y a un peu plus d'1 an, lors de la dernière campagne électorale. Ça a été un thème, franchement, moi qui ai vécu, le privilège de mon âge maintenant, quelques campagnes électorales dans ce pays, je peux vous rassurer, mesdames, mais vous n'en doutiez pas, ce thème est de plus en plus important, de plus en plus porté, et il n'y a pas un candidat à une élection à Monaco qui peut ne pas comprendre, parce que c'est avec le logement, sans doute avec le thème de l'Union européenne, c'est un des thèmes qu'on a le plus entendu de la part des personnes que nous rencontrions sur le terrain. Et c'est un bon signe, justement. C'est quelque chose aujourd'hui qui est demandé par les habitants, par les résidents et les Monégasques, bien sûr, dans ce pays. Donc, en dehors de cette notion d'égalité dans l'ouverture des droits aux femmes, qui n'est après tout que justice, il y a d'autres sujets sur lesquels nous nous sommes engagés et qui pèsent avec douleur sur les femmes. Je veux dire un mot, je découvrais ce matin une étude, un sondage français, qui dit que les premières préoccupations des Français, des Françaises, ce sont la lutte contre les violences conjugales et juste après la lutte contre les violences sexuelles. Donc comment ne pas dire un mot ce soir de ces deux fléaux qui sont en tête des préoccupations des femmes, des voisines en tout cas de la principauté. Ainsi, la souffrance qui touche les femmes ne peut rester dans l'ombre comme la mauvaise conscience d'une société qui ne saurait pas prendre soin des plus fragiles. À Monaco, des structures existent comme l'AVIP, l'association d'aide aux victimes d'infractions pénales, dont je salue ce soir la présence de la présidente, Mme Kerzak Mankareli, que j'ai vue tout à l'heure, voilà, qui est là-bas. Elle a fait un énorme travail avec, bien sûr, la directrice générale aussi, Valérie Campora, depuis maintenant quelques années. Bien, mesdames, oui, on l'a constaté, vous faites sur le terrain un travail d'accompagnement important, un formidable travail
Votre structure a vu ses moyens humains et matériels renforcés récemment, comme nous l'avions d'ailleurs souhaité. Nous restons bien sûr, et je sais que c'est le cas du gouvernement aussi, à votre écoute, à l'écoute de vos besoins, si il était nécessaire pour que votre action soit encore plus efficace ces prochains mois et ces prochaines années, de renforcer vos moyens. En parallèle, il n'est pas acceptable que ces victimes ne soient pas justement indemnisées. C'est pour cette raison que nous soutenons la création, qui existe dans d'autres pays, d'une véritable commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales. On l'appellerait à Monaco la CIVIM, pour accompagner justement ces victimes. Sur le plan sociétal, j'en profite pour vous rappeler que nous avançons sur des questions majeures. On est en pleine actualité, parce que je veux vous annoncer ce soir, il y a quelques journalistes parmi nous, des décisions importantes et des délais surtout, parce que c'est... Voilà, les discours c'est important, mais les actes annoncés avec des calendriers précis, c'est mieux que les discours. Alors, ce soir, au nom du Conseil national, donc des nombreux élus qui m'entourent, je voudrais prendre quelques engagements importants sur des questions, à notre avis, majeures pour Monaco et pour les femmes. Eh bien, d'abord, de concert, mais on peut le dire d'ailleurs sur tous les sujets, de concert avec le gouvernement princier, je voudrais citer d'abord le projet de loi sur le contrat de vie commune. Eh bien, nous voulons voter ce texte et je l'inscrirai, c'est le pouvoir du président du Conseil national, à l'ordre du jour d'une séance publique avant le 30 juin. Ça veut dire qu'à Monaco, si le gouvernement ne retire pas le texte, mais je pense qu'il l'a déposé, alors on va l'amender un peu pour le rendre un peu plus à l'écoute encore, à notre avis, des avancées sociales d'aujourd'hui. Nous souhaitons clairement qu'on reconnaisse par ce contrat le droit de tous les couples qui s'aiment, quelle que soit leur orientation sexuelle, d'avoir une protection et de choisir un contrat de vie commune. C'est pourquoi nous supprimerons de ce projet de loi les pères et les mères, les frères et les sœurs qui n'ont rien à faire là. Il y a un code civil qui s'occupe des relations et qui protège la relation d'un père et de parents et d'enfants, de frères et de sœurs. Là, pas d'hypocrisie. Il s'agit de reconnaître les couples qui s'aiment dans ce pays. C'est une évolution de la société. Notre loi doit suivre. Avant le 30 juin, c'est promis pour le Conseil national. Et puis, on l'a dit, mais ça y est, nous y sommes. Nous allons inscrire avant la fin de la session de printemps, donc avant le 30 juin, la proposition de loi sur la dépénalisation de l'interruption volontaire de grossesse en principauté. Et là aussi, sur cette question, je m'y engage. Nous voterons donc cette proposition, probablement à l'unanimité. Je m'avance un peu, mais je pense à l'unanimité des 24 élus des Monégasques d'ici la fin du mois de juin. Ça c'est une proposition de loi, donc ça ne sera pas encore dans les faits, puisque ça passe après par un processus constitutionnel, et le gouvernement donc aura 6 mois pour nous dire s'il accepte ou pas de transformer cette proposition en projet de loi. Puis ensuite 12 mois, s'il dit oui, pour que ça devienne un projet de loi, puis après, nous pourrons vraiment dépénaliser dans les faits l'avortement à Monaco. Je voudrais aussi saluer le projet de loi qui vient d'être déposé ces toutes dernières heures là, par le gouvernement princier, qui reprend un vœu du Conseil économique et social, que je salue aussi, la présidente est là, la vice-présidente, j'ai vu un certain nombre de membres du Conseil économique et social. C'était votre vœu, mesdames. Eh bien, il s'agit d'étendre donc le congé de maternité de 16 à 18 semaines. Eh bien, ça ne va pas vous surprendre, mais cette loi, nous allons la voter aussi avant le 30 juin avec beaucoup d'enthousiasme. Et là encore, c'est un bel esprit, c'est une belle preuve, c'est la preuve du bon fonctionnement de nos institutions, dans l'unité de nos institutions. Et là, on est réunis, gouvernement princier, Conseil national et Conseil économique et social, ensemble, pour cette... Je pense que c'est une évidence. 2 semaines de plus, ce n'est pas de trop quand on est une jeune maman, ça sera 18 semaines. Donc de 16 à 18 semaines à Monaco, le congé maternité. Merci au prince souverain qui a été à l'origine de ce dépôt. Voilà, rien, alors paraît-il, rien n'est plus contagieux que l'exemple. À ceux ou celles qui s'interrogeraient sur notre propre motivation à nous appliquer ici, dans cette belle institution des Monégasques, élue par les Monégasques, donc l'égalité femmes-hommes,
Eh bien, voici quelques preuves ou quelques réflexions très concrètes. Parmi les permanents du Conseil national, j'y inclus mon cabinet, dirigé, on l'a dit, par une femme. 4/5 donc, du cabinet du président sont des femmes, parce que des fois on dit oui, mais en quantité, beaucoup de femmes, mais vous ne les mettez pas forcément au poste de responsabilité. Bien, ici, sur les 5 postes du cabinet, qui ne sont quand même pas les moins importants de l'institution, nous avons 4 femmes sur 5, et la chef est une femme. Et si je prends la totalité des effectifs, il y a 42 permanents, 22 femmes, 20 hommes, donc on est bon à tous les points de vue sur la qualité des postes et sur la quantité. Mais, discours de vérité, toujours dire la vérité, nous ne sommes pas parfaits au niveau des élus, puisque même si, et c'est formidable, Brigitte Boccon-Pagès est la première, et ça restera 2018, pour la première fois, une femme est élue vice-présidente du Conseil national à Monaco, mais c'est vrai que même si, je pourrais dire, nous comptons le plus grand nombre de femmes dans l'histoire du Parlement, 8 sur 24, et oui, mais ça fait qu'un tiers. Donc il y a 2 tiers d'hommes et 1 tiers de femmes parmi les élus des Monégasques au Conseil national. Eh bien, je sais que la mairie, c'est un peu mieux que nous, même si ce n'est pas tout à fait encore la parité, mais vous en êtes tout près. Je salue aussi, d'ailleurs, toutes les adjointes et conseillers adjoints et conseillers communaux présents ici, Madame la secrétaire générale aussi du Conseil communal. Donc, voilà. Alors, je regrette cet état de fait. 1 tiers de femmes. Ça nous place dans une bonne moyenne européenne, mais ça ne suffit pas. Ça illustre, vous voyez, voilà les mentalités. Et je vais vous dire, parce que ce n'était vraiment pas ma volonté quand j'ai composé la liste que j'ai présentée au Monégasque pour le Conseil national. Je vous promets, certains d'entre vous peuvent en témoigner parce qu'elles n'ont pas pu accepter. Donc, j'ai contacté au moins autant de femmes que d'hommes pour être candidates aux élections nationales. Et bien, dans les chiffres, vous avez le résultat. Ouais. Alors, la réalité, c'est que beaucoup de femmes, beaucoup plus que d'hommes en proportion, ont refusé, n'ont pas osé franchir le pas de la candidature, avec beaucoup de raisons parfaitement recevables, mais parfois quand même, qui illustraient, je trouve, la présence de ce plafond de verre dont on parlait tout à l'heure, et puis l'idée en fait qu'on ne pourrait pas le dépasser, que ça ne va pas forcément être compatible avec les souhaits du mari, avec le temps qu'on doit consacrer à ses enfants, avec le temps que prend une ambition professionnelle. Oui, d'accord, mais les hommes aussi, ils ont des ambitions professionnelles, les hommes aussi, ils ont des conjoints, et les hommes aussi, ils ont des enfants. Donc, voilà, je dois dire que voilà, on a du travail encore à faire dans l'évolution des mentalités, et certains hommes se reconnaîtront, ceux qui ont pas vraiment apprécié la candidature de leur femme, je vous dis, ils ne sont pas là. Je vous dis, messieurs, ce n'est pas bien. Et dans 4 ans, attention, on va recommencer et on va essayer effectivement de présenter, j'espère, autant de femmes que d'hommes aux prochaines élections nationales. Voilà. Alors, mesdames, je termine, mais je m'adresse à vous, bien sûr, pour terminer, vous qui êtes ce soir à l'honneur, aujourd'hui à l'honneur. Vous qui êtes là ce soir dans l'hémicycle, vous représentez de facto la marque de l'égalité. Vous avez tous été invités parce que vous avez des fonctions professionnelles, associatives, syndicales, politiques, économiques. Votre pugnacité, l'exemplarité de votre parcours font que, voilà, beaucoup d'exemples. On peut réussir aujourd'hui aussi bien, parfois mieux qu'un homme d'ailleurs, quand on est une femme. Beaucoup d'entre vous ont réussi parfois aussi à dépasser justement les obstacles dont on a parlé tous ce soir. Alors soyez certaines que le Conseil national s'engagera dans tous les secteurs de ses missions pour que demain, nous puissions louer vos qualités sans même nous interroger sur le fait que vous êtes des femmes. Et puis je voudrais terminer, c'est très difficile d'avoir une citation aussi belle que la tienne, Nathalie, parce que je la trouve géniale. Celle de Stendhal, géniale. J'ai cherché. C'est tellement vrai. Quand on prive les femmes de l'égalité, mais on ampute l'humanité de la moitié de son potentiel. C'est tellement vrai. Il a dit ça au début du 19e. Comme quoi, il y a quand même toujours eu des hommes éclairés qui ont vu les choses aussi. Ouais, quand même. Alors moi, écoutez, j'ai trouvé une citation que je trouve absolument extraordinaire et elle est encore tellement vraie. Elle est plus récente, elle date des années du XXe siècle, des années 70, je pense, du XXe siècle.
Alors je voudrais d'ailleurs imaginer justement, à l'unisson de Françoise Giroud, je la cite, que la femme sera vraiment l'égale de l'homme le jour où, à un poste important, on désignera une femme incompétente. Eh bien, mesdames, eh bien, sur... C'est tellement heureux. J'ai terminé, mais sur ce point, au moins, pour l'instant, vous êtes d'accord avec moi, ce n'est pas le cas. Les femmes qui ont de hautes responsabilités, elles sont toutes très compétentes. Voilà, merci pour votre présence.